Hello, hello family. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas publié et que j'avais vraiment organisé de publier et de faire cette vidéo aussi avant la fin de l'année. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, certainement vous aurez vu que la dernière fois que j'ai posté et que j'ai dit que je devais faire cette vidéo, c'était le 18 novembre. Mais bon, attendez, avant qu'on ne commence, bonne année! Bonheur, santé, amour, prospérité, argent, bonne année! Bonne année à vous et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année. Que vous puissiez entreprendre et réussir dans ce que vous avez entrepris. Et voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur et tout. Bref, on va passer à la vidéo. Alors, aujourd'hui, cette vidéo, si vraiment, finalement, j'ai décidé de la faire. Pourquoi? Parce que dernièrement, j'ai une très bonne amie à moi qui est en train de se plaindre. Elle me disait, ah, Dodo, j'ai les cheveux qui sont tellement durs ces derniers temps. Je dis, mais attends, tes cheveux sont durs, comment et tout. Elle me dit, je lave les cheveux, dès que j'ai fini de laver les cheveux, je fais la poêle shampoing et tout le reste. Après que l'eau se soit tout évaporée et tout ça, mes cheveux redeviennent encore durs. Et là, je me suis rappelé justement que j'avais promis de faire la vidéo dans laquelle je devais expliquer pratiquement tous les produits, bien tous les composants des produits à éviter, du moins à éviter au maximum quand on revient au naturel, quoi. Et donc, j'ai pris note, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pris note dans le cahier et au fur et à mesure, donc, on va en parler. Si vous retournez au naturel, il y a un composant vraiment sur lequel les filles nappies mettent vraiment et beaucoup d'accent. Le premier composant, c'est le sulfate. Ok, alors, euh, nos cheveux, bien le cuir chevelu, produit ce qu'on appelle le sébum. Okay? Le sébum, lui, il a quoi? Il a la capacité, ou bien lui, il a la fonction principale de faire quoi? De nourrir le cheveu, la fibre capillaire, de protéger aussi le cuir chevelu. Okay? À un certain moment, donc, quand le sébum a fini de faire ce qu'il a fait, justement, l'excès de sébum doit être évacué. Parce que en restant sur les cheveux, en s'attassant sur les cheveux, il devient plutôt nocif. Et donc, on a recours au shampoing ou alors à un produit lavant. Sauf que le sulfate, lui, c'est un tensioactif. Quand on parle de tensioactif, en fait, pour ne pas faire la chimie et développer, un tensioactif, c'est quoi? C'est une sorte de molécule qui a deux parties. Une partie qui est liquide, une partie qui est lipidique, donc disons qui est gras, un corps qui est composé d'un corps gras. En principe, le tensioactif, lui, il doit faire une certaine sorte d'émulsion avec le sébum pour pouvoir le retirer. C'est donc la raison pour laquelle il y a une partie qui est grasse et une partie qui est liquide. Seulement qu'il y a des tensioactifs qui sont tellement agressifs au point où, au lieu de faire simplement son travail, d'enlever seulement le sébum, l'excès de sébum, il va aller racler pratiquement tout le sébum qui est sur le cuir chevelu. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécher le cuir chevelu. Il va aussi faire en sorte que les cheveux se sèchent. Parce que si le sébum n'arrive pas au niveau de la fibre capillaire pour nourrir la fibre capillaire pour la protéger, alors qu'est-ce que le cheveu fait? Le cheveu se sèche, le cheveu se casse et puis il tombe. Et en ce moment, il peut être aussi irritant aussi pour le cuir chevelu. Pensez qu'on retrouve aussi le sulfate, par exemple, dans les savons pour laver les assiettes ou alors dans les produits lavants pour le sol. Donc, imaginez ce qu'un produit lavant pour le sol peut faire au niveau du cuir chevelu. Donc, je pense que c'est l'un des premiers composés sur lequel il faut vraiment mettre l'accent. Ok. Et dans la barre d'informations, je vais vous le lister parce que il y a les sulfates qui sont agressifs, ceux qui sont moins agressifs et ceux qui sont doux. Et je vais les lister tous et je vais les mettre dans la barre d'informations pour que vous puissiez avoir plus ou moins une idée de ce de quoi je suis en train de parler. Ok. Le deuxième composant sur lequel vraiment il faut faire attention, c'est quoi? Ce sont les silicones. Ok. Bien. Les silicones, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, c'est eux qui donnent le côté soyeux, le côté du cheveu lisse, le genre qui donne la douceur aux cheveux en fait. Donc,
les produits qui ont les composés à base de silicone vont faire que le cheveu va devenir doux, il va devenir facile à manipuler et tout. Ok, c'est bien, il n'y a pas de problème, mais seulement que le silicone, lui, il va faire quoi? Il va faire que il ne sera pas facilement lavable. Donc, au lieu de démêler les cheveux, par exemple, on va les retrouver dans les après-shampoings. Et les après-shampoings, qu'est-ce qu'ils font? Ils permettent à ce que le cheveu puisse se démêler facilement pour que tu puisses retirer les cheveux morts et que tu puisses laisser le cheveu vraiment pas attaché, emmêlé et qu'il soit plus ou moins libre. Ok. Le silicone, lui, il va venir, il va permettre à ce que ton cheveu puisse se démêler tranquillement. Seulement que quand tu vas le laver, il ne va pas partir. Ok. Il va rester sur le cheveu. Ok. Il va toujours te laisser ce côté soyeux. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? Ce qu'il est en train de faire, c'est que sur la fibre capillaire, il fait comme une sorte d'enveloppe. Vous savez, le papier film, non? La pellicule, là, en italien, je ne sais pas comment on appelle le papier film, je vais l'appeler le papier film. Il vient, il fait quoi? Il s'enroule sur le cheveu, comme ça, et il te donne la sensation du cheveu qui est brillant, le cheveu qui est propre et tout. Donc, ce qui fait que si tu utilises un shampoing qui contient du silicone, ou bien si tu utilises un shampoing ou un après-shampoing qui contient du silicone, c'est le résultat que tu vas avoir. Au moment donc de mettre maintenant la crème, ou bien le beurre, ou alors le lait capillaire sur tes cheveux pour pouvoir le nourrir, il ne va pas dans le cheveu. Il ne va pas dans le cheveu. Pourquoi? Parce que il y a toute une fibre, tout un papier film là qui a enroulé le cheveu et qui empêche aux composants ou bien aux produits nutritifs que tu veux donner à tes cheveux d'entrer dans le cheveu. Donc, il reste juste en surface. Et le seul moyen de pouvoir enlever les silicones, c'est encore de faire un shampoing au sulfate. Donc, ça fait comme un cycle fermé dans lequel tu utilises le shampoing pour enlever le silicone. Après, le silicone reste, tu es encore obligé d'utiliser le shampoing, sulfate et tout et tout. Donc, à la fin, ça fait comme un cycle vraiment fermé dans lequel, après, on n'arrive plus à s'en sortir. La troisième chose sur laquelle, ou bien le troisième composé sur lequel il faut vraiment être regardant, ce sont les huiles minérales. Alors, les huiles minérales, en fait, ils n'apportent rien aux cheveux. Rien aux cheveux. Ils font seulement que le cheveu soit très doux, mais ils n'apportent rien aux cheveux. Ok. Et en général, on les reconnaît avec le nom comme les pétrolatons. Les pétrolatons qui sont les dérivés du pétrole et tout ça, qui font que le cheveu soit la paraffine, qui fait que le cheveu soit plus doux. Notre produit dont il faut vraiment se méfier, ce sont les parabènes. Les parabènes, vous allez très souvent les retrouver dans les produits cosmétiques, ou du moins dans la liste des produits cosmétiques comme étant méthylparabènes, butylparabènes, ce genre de trucs. Alors, les parabènes, qu'est-ce qu'ils sont? Les parabènes, à la base, ce sont les conservateurs. Ok. Qui dit produit contenant de l'eau doit certainement dire conservateur. Et la plupart de nos produits, que ce soit les cheveux, les produits pour cheveux, shampoing, après shampoing, bref, gel de douche et tout ça, en général, à l'intérieur, il y a des conservateurs. Sauf que les parabènes, ce sont des perturbateurs endocriniens. Ok, je ne vais pas entrer dans un cours d'endocrinologie ici, mais les perturbateurs endocriniens, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mimer l'action des hormones, c'est-à-dire que ce ne sont pas les hormones. Donc, ils vont juste essayer de faire comme les hormones et ça cause beaucoup de problèmes, non? Donc, la catégorie de produits, ce sont les ammonium quaternaires. Ok. Moi, personnellement, pendant que j'étais en train de fouiller les produits, pendant que j'étais en train de faire des recherches et tout, je ne savais pas que les ammonium quaternaires, en fait, existaient. Ce sont des agents occlusifs, ok. Donc, ils ont plus ou moins la même fonction que les silicones, d'accord. Et en général, donc, qu'est-ce que les firmes de fabrication de produits font? Ils vont aller, au lieu d'utiliser les silicones directement, ils vont aller utiliser les ammonium quaternaires. Et ils ont plus ou moins, ils agissent de la même façon que les silicones. Donc, eux aussi sont aussi à éviter. Et on les retrouve souvent comme hydroxylpropyl guyard, quaternium 18. Des noms vraiment bizarres là. bizarre, qu'on retrouve souvent dans les produits. De toutes les façons, tous les produits ou bien tous les composés, toutes les molécules dont on a parlé,
tous ces composants. Je vais essayer de vous les lister dans la barre d'infos et vous donner plus ou moins les sources où est-ce que je me suis inspirée, les blogs et tout ça, où est-ce que j'ai pu prendre l'information pour pouvoir vous la donner de façon vraiment simple. Je voulais vraiment qu'on puisse l'écouter de façon simple parce que parfois le temps de prendre, je voulais pas me mettre quand même à développer chacun dans les moindres détails, faire la chimie de ça. Pour celui qui est vraiment intéressé à aller vraiment dans la chimie et comprendre vraiment comment est-ce que ils agissent, vous êtes toujours libre. Il y a Google, il y a YouTube, vous pouvez toujours chercher, vous informer. Moi, je voulais juste, jusqu'à ce niveau, de toutes les façons, faire quand même un petit éclaircissement sur les choses, de telle en sorte que chacun est libre d'aller acheter un produit pour ses cheveux, pour prendre soin de ses cheveux dans, dans un magasin. Seulement en achetant ce produit, il faudrait déjà avoir plus ou moins l'idée et savoir ce qu'on est en train d'acheter pour ne pas avoir de surprise après. Moi, par exemple, c'est vrai que je mets un accent quand même assez poussé sur la composition de mes produits. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment sûr. Mais de là quand même à penser que je connais tous les composants d'un produit, vraiment, je dirais non. Mais quand même, pour pouvoir m'aider, il y a trois, trois applications que j'utilise. Il y a Clean Beauty, il y a Beautiful, et il y a un autre qui m'échappe un peu, j'échappe le nom. En fait, ce sont des applications que moi j'utilise généralement quand je vais au supermarché. Ok. Ces applications, parfois pour d'autres, vont te permettre de scanner le code barre du produit et de te donner plus ou moins la composition de ce produit et de te donner aussi un code pour chaque produit. Ok. Donc, ça peut être un code vert, un code orange, un code jaune et ça te dit, attention, si tu utilises ce produit, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a tel composant qui est peut-être allergène, qui est destructeur, qui n'est pas bien, qui est comme ça, comme ça. Donc, moi, je me sers de ces trois applications. Je vais vous lister dans la barre d'infos. Je vais vous donner aussi le lien, je pense. Je ne sais pas si c'est téléchargeable sur iOS. Donc, pour ceux qui ont les iPhones, je ne sais pas. Mais sur Android, oui, c'est téléchargeable. Donc, je vais vous laisser les indices de toutes les façons, les liens. Comme ça, une fois que vous allez aller au supermarché, vous pourrez quand même scanner un produit que vous allez voir, qu'il soit bio, qu'il ne soit pas bio. Vous pouvez le scanner et vous pouvez plus ou moins voir les composants de ce produit et savoir si vous pouvez l'utiliser ou si vous ne pouvez pas l'utiliser. Ok, ok. Pour conclure donc la vidéo sur le décryptage des composés de certains produits, je ne voulais pas finir la vidéo vraiment sans parler de ce qu'on appelle l'indice INSI ou INKI. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle dans votre zone où est-ce que vous vivez, mais c'est une abréviation, c'est INCI. Ok. Et l'indice INSI ou INKI, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, ou INCHI, je ne sais vraiment pas. En fait, c'est quoi? C'est l'abréviation de International Nomenclature of Cosmetics. Ok, donc en français, la nomenclature internationale des ingrédients. D'accord, donc c'est plus ou moins, disons, une association des structures de fabrication, disons, de produits ou bien des marques de fabrication de produits, bref, qui montrent plus ou moins la composition du produit. C'est-à-dire que quand vous achetez un produit, par exemple, et derrière, ou je sais pas, en haut, derrière, vous voyez les composants, on appelle tout ça l'indice INSI. Donc, il va vous donner le nom du produit composant qu'ils ont utilisé pour faire la fabrication, pour fabriquer ce produit, d'où est-ce qu'il vient, en principe. C'est ce qui devrait être écrit là-dessus. Seulement que ce n'est jamais bien détaillé. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas trop bien si il y a par exemple l'huile d'olive à l'intérieur, mais à quelle quantité, on ne sait vraiment pas. Si quelqu'un a allergie par exemple à l'huile d'olive, il ne sait pas. Donc, c'est tout un ensemble, veut dire une façon vraiment de pouvoir régulariser les composants qui sont sur la boîte. Et comment faire pour savoir lire les composants sur de l'indice INSI? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers ingrédients que vous allez toujours trouver en tête de liste sur le produit que vous achetez, il faut savoir que c'est lui qui est majoritaire dans votre produit. Oui,
c'est lui qui est majorité dans votre produit. Donc, si vous dans un produit, vous allez trouver le premier ingrédient d'habitude, c'est l'eau, qu'on va écrire en anglais water, ou alors, je sais pas trop, aqua ou agua, ça dépend de la façon dont vous savez, l'eau, lui, il est le composant principal en général. Puis après, donc, vous avez souvent le tensioactif, et c'est là-bas que tout gâche, parce que le tensioactif, justement, en général, c'est le sodium lauryl sulfate qu'on va trouver, ou l'ammonium lauryl sulfate, ou le sulfate. Donc, il faut savoir que si vous retrouvez ça en première de tête de liste, en première de liste, de la tête de liste, il faut savoir que ce composé, lui, il est présent majoritairement. Puis, on a ceux qui sont au milieu, qui font plus ou moins la quantité. C'est vrai, ils sont un peu là, ils ne sont pas un peu là, ils sont là quand même en quantité plus ou moins abondante. Et ceux qui sont à la fin, ce sont ceux qui sont là en trace, en principe. Donc, les trucs, par exemple, comme les parfums, parfois, qui sont très allergènes aussi, les parfums, on préfère les mettre en fin de liste. Parce que s'il est en fin de liste, ça veut dire qu'il est juste en petite quantité. Mais s'il est en début de liste ou en milieu de liste, alors là, c'est un véritable problème. Parce que vous n'achetez pas un produit parce que il y a juste seulement le parfum à l'intérieur en grande quantité. Là, ça devient un problème. On arrive à la fin de la vidéo et je ne voulais pas finir sans dire merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont présents, même comme j'étais absente, vous êtes quand même abonnés. Et puis la famille est en train de grandir, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions ou bien si vous voulez qu'on partage d'autres idées et tout dans les commentaires. Je vous attends. N'oubliez pas aussi de liker, de partager et puis voilà. Suivez-moi aussi sur Instagram si vous n'y êtes pas. Merci de m'avoir suivi. Merci et j'espère que je suis en train de préparer d'autres vidéos et j'espère que bientôt, vraiment très bientôt, je serai de retour pour qu'on puisse parler d'autres choses et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.